Alors, le sujet, c'est chasse et insécurité, qui n'est pas exactement la même chose que l'insécurité à la chasse, puisqu'on va aller par cercle concentrique. On va d'abord parler de la sécurité au cours de la chasse, et puis ensuite, de manière, en quittant un peu le centre, on va parler de climat d'insécurité perçu par les non-chasseurs. Il y aurait aussi à parler des collisions avec les animaux sauvages, que je ne pourrais pas trop développer aujourd'hui, mais qui est cité comme une cause d'insécurité à cause de la chasse, mais on verrait que si on développait le sujet, c'est souvent les animaux qui sont poussés par sur les routes par les chasseurs. Et puis ensuite, je vais vous parler de l'utilisation des armes de chasse hors de la chasse. Donc là, la question, c'est les armes, c'est pas forcément les chasseurs. Et ce faisant, il y aura un point de vue aussi où je vais alterner avec des notions un peu juridiques, parce que je pense qu'il y a des juristes, alors il y a des juristes absolument experts dans la salle, et aussi des juristes en herbe. Et on a tous vocation à être des juristes en herbe aussi. C'est abordable, j'en suis la preuve. Donc la chasse, c'est le code de l'environnement 420 et 429. Je vais faire référence au code de la sécurité intérieure pour les armes de chasse. Et puis à ce livre que nous avons publié pour Animal Cross, et qui est, donc j'y ferai référence, et que nous vous offrons gratuitement aujourd'hui. Merci. Et demain aussi, si vous voulez. Le rapport du Sénat aussi sur l'insécurité à la chasse. Vous savez que il y a eu une pétition menée par un collectif qui s'appelle Un jour un chasseur, suite au décès d'un jeune homme qui coupait du bois devant chez lui. Il a été tué par Morgan Keane. Et ce collectif a porté une pétition qui a été signée par 100 000 personnes, suite à quoi le Sénat avait l'obligation de se saisir du sujet, pas forcément de légiférer, mais de se saisir du sujet. Donc il y a eu un rapport sur la question. Donc ce rapport, je l'utiliserai, je le citerai, et nous-mêmes nous avons été auditionnés longuement, donc j'y ferai référence. Et puis, autre source intéressante, c'est la Cour des comptes sur l'argent des chasseurs, qui vaut son pesant de cacahuètes, c'est le cas de le dire. Et il y a aussi un certain nombre de choses sur l'insécurité de la chasse. Quand on parle de l'insécurité à la chasse, il y a deux manières assez différentes de percevoir le sujet, puisque vous avez, donc à gauche pour vous, la manière un peu présentée, ça c'est de l'Office français de la biodiversité, qui vous montre une chute continuelle du nombre des tués à la chasse, où on arrive à une dizaine par an, et qui vous dit, messieurs, dames, finalement, c'est pas si grave que ça, puisqu'il y a une chute régulière, avec des commentaires qui vont bien, du style, dans le rapport du Sénat, c'est une part marginale de l'accidentologie, c'est juste 4% des accidents liés au sport, c'est 10 fois moins meurtrier que la montagne, 6 fois moins que les sports aquatiques, 3 fois moins que les sports aériens. Donc finalement, ils vous disent en même temps il faut parvenir à zéro tuer à la chasse, mais finalement les progrès ont été excellents. Et à côté de ça, vous avez la vision des associations qui vous disent, comme ici repris par un journal, sur 20 ans, la période 2000-2020, il y a quand même eu 422 personnes tuées à la chasse, et on ne connaît pas d'autres sports où on tue une autre personne pendant son sport, puisque la différence avec les sports que j'ai cités, c'est que malheureusement les gens se tuent, c'est juste les gens qui se tuent eux-mêmes, mais ils ne vont pas tuer quelqu'un d'autre. Donc effectivement, deux visions assez différentes de la dangerosité liée à la chasse. Mais ce qui en tout cas est certain, c'est quand on regarde les faits divers, et je vais vous en citer un certain nombre aujourd'hui, qui sont liés à l'endroit où nous nous trouvons. Par exemple ici, eh bien, c'est un exemple récent, le 3 janvier 2023 a été jugé à Bayonne. Cet exemple où un homme a tiré accidentellement sur un père et sa fille qui se baladaient au Grenier alors qu'il visait une caille. Et donc la jeune femme a reçu 19 plombs dans son corps. Il y a des exemples comme ça, on en trouve régulièrement. Voilà. On ne peut pas tout discuter en 20 minutes, mais par exemple, ce sujet est intéressant d'un point de vue du droit, sur la sécurité et la chasse, puisque normalement, c'est aux chasseurs d'organiser... enfin, il y a l'article L424-15 du Code de l'environnement qui oblige à certaines pratiques de sécurité, comme le gilet fluorescent ou la signalisation des lieux de chasse, mais c'est très peu codifié dans les textes réglementaires, la sécurité à la chasse, et on fait confiance en fait aux chasseurs dans un schéma, dans un livre, un document qui organise la chasse au niveau de chaque département, qui s'appelle, désolé de l'acronyme SDGC, c'est Schéma départemental de gestion synergétique.
C'est un document qui est fait pour 6 ans et qui organise la chasse dans le département. Et donc, l'État a confié aux chasseurs l'organisation de la sécurité à la chasse pour les chasseurs et non-chasseurs dans les départements, en espérant qu'ils le fassent. Et c'est là un peu que pose le problème, ou pas mal de problèmes. Je vais vous prendre 2 exemples. Le premier, c'est la question des langues de tir de 30 degrés. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, je vous ai mis un petit schéma. En fait, un chasseur n'est pas censé tirer... voilà, si vous êtes la traque est dans le dos, c'est-à-dire qu'en fait, les animaux arrivent par derrière. Vous êtes censé être dos à la traque, et dans un angle de 30 degrés, vous n'êtes pas censé tirer. Vous êtes censé tirer devant vous, en gros. C'est ce qu'on appelle le 30 degrés. Et il y a une consigne de prudence qui est absolument fondamentale. Et l'autre, c'est de faire un tir fichant, quand vous avez une carabine. Tir fichant, c'est-à-dire en direction du sol. Parce que quand bien même vous tirez en direction de l'invitation, si le tir est fichant, il ira dans le sol. Or, où est le problème? C'est que le Sénat note dans son rapport que dans 48% des cas, les schémas départementaux de gestion synergétique ne comportent pas de mention qu'il faut que le tir soit fichant. Donc, c'est-à-dire que les documents qui devraient organiser la chasse ne font pas mention des éléments les plus fondamentaux, et l'angle des 30 degrés est absent dans 36% des autres cas. Ça a des conséquences, parce que qu'est-ce qui va se passer le jour où, par exemple, une affaire comme ça est portée devant une juridiction? Eh bien, nous avons 2 cas. Par exemple, dans le Loir-et-Cher, 2 situations de tir en direction de maison d'une route, interdits en théorie, qui ont fait l'objet de relax des chasseurs, ayant effectué ces tirs en toute connaissance de cause, au motif que les règles, dans ce fameux schéma départemental de gestion synergétique, n'étaient que des conseils et non des obligations. Le tribunal a suivi la défense en prononçant le relax du chasseur, faute d'éléments légaux, ça c'était une préconisation des 30 degrés. Et dans un autre cas, l'obligation de prudence ou de sécurité sur laquelle se fondent les poursuites ne figure pas dans le schéma départemental de gestion synergétique. Donc en fait, on a laissé une grande partie de l'organisation de la sécurité à la chasse aux chasseurs, mais eux-mêmes ne l'ont pas appliqué de manière stricte, et ça a des véritables conséquences quand les choses doivent arriver devant les tribunaux. Un autre exemple, c'est la visite médicale. Selon l'article R423 du Code de l'environnement, déjà il faudrait que la première visite médicale est obligatoire. Et l'article lui-même est extrêmement précis puisqu'il dit qu'il faut vérifier toute infirmité ou mutilation, toute affection entraînant ou risquant d'entraîner des troubles, toute affection entraînant ou risquant d'entraîner un déficit, etc. Le problème, c'est que la visite médicale n'a pas du tout été protocolisée. C'est-à-dire que le jour où vous arrivez devant un médecin, généralement vous allez voir votre médecin généraliste, le médecin il n'a pas la liste des 10 articles qui sont dans la loi, il n'a pas des choses à vérifier, il fait selon ce qu'il sait de son patient, en espérant que c'est son patient, en fonction des outils qui sont disponibles, des outils diagnostiques, et en fonction de la patientèle qu'il a, parce qu'il peut avoir peut-être des choses plus urgentes à faire qu'une visite médicale pour un chasseur. Donc ça c'est un premier problème, c'est-à-dire qu'il ne vérifie pas forcément ce qui est demandé dans cet article. Mais où le problème est encore plus important, c'est pour le renouvellement du permis de chasse. Parce que vous saurez peut-être que, par exemple, les tireurs dans un stand de tir sportif, ont une obligation de renouveler chaque année leur visite médicale. Les biathlètes aussi. Mais ce n'est pas le cas des chasseurs. Pourtant, c'est un véritable problème en fait en fonction de l'âge. Et je ne le dis pas parce que particulièrement c'est des chasseurs, mais avec l'âge, par exemple, vous pouvez avoir des problèmes neurologiques. Par exemple, vous pouvez avoir la maladie de Parkinson, vous tremblez. Vous pouvez avoir un problème d'oreille interne et d'équilibre. Votre ouïe aussi peut baisser. C'est catastrophique parce que si vous n'entendez pas les consignes qui sont données dans la traque, ça commence, ça finit, etc. Potentiellement, vous êtes un danger pour vous et pour les autres. Or, ces choses-là ne sont pas vérifiées. Le Sénat s'est rendu compte que c'était un problème et il a proposé de rendre la visite médicale annuelle obligatoire. Bien, que croyez-vous qu'il se soit passé? Rien. C'est-à-dire que le gouvernement a l'intention d'enterrer cette proposition. Une autre chose où vous dites peut-être qu'il y a eu une évolution avec le rapport au Sénat, si vous suivez un peu les choses, c'est qu'on vous dit enfin, le sketch des inconnus ne sera plus possible puisque la chasse en état d'ivresse n'est plus autorisée. Alors peut-être que le sketch des inconnus lui-même ne sera plus possible, mais la chasse la chasse sous alcoolémie sera toujours possible. Puisque le texte lui-même, il est écrit de manière très particulière, puisqu'il condamne le fait de se trouver en état d'ivresse manifeste à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction
en étant porteur d'une arme à feu ou d'un arc. Donc dit comme ça, si vous ne regardez pas les choses de près, vous dites waouh, enfin ils l'ont mis. Mais si vous grattez un peu plus, comme des associations de protection animale, et vous allez voir la comparaison avec le code de la route, qui est l'article L234.1 du code de la route, on vous dit, même en l'absence de toute ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale, etc., etc., est puni d'une peine d'emprisonnement. Toutes ces parties-là ont été sciemment et pertinemment enlevées de l'article concernant les chasseurs. Et après, on vous dit dans le code de la route, le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines. Et donc, ce qui est important, c'est même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste. C'est ça qu'on dit dans le code de la route. Hein, et demain, comme dirait le professeur Marguenot, c'est le juge qui donne le sens. Mais je ne sais pas ce qui va se passer devant un juge si demain, en fait, on a un chasseur qui tient bien l'alcool, hein, mais qui n'est pas en état d'ivresse. Et bien, stricto sensu, à mon avis, il n'est pas condamné. Et donc, le gouvernement, il a fait toute une communication autour de ça en disant il y a quelque chose qui change, tatati tatata. C'était une des rares choses qu'on avait obtenues du rapport du Sénat. Et il semble bien que ce soit une loi pas forcément applicable. Alors, de manière plus concentrique, je vous ai dit qu'on avait augmenté sur pas seulement la sécurité à la chasse, mais aussi la perception d'insécurité et les situations d'insécurité. Notre association a fait procéder l'année dernière à un sondage par un institut de sondage sur un nombre représentatif de Français. Et la question, c'était pas sur la perception d'insécurité, c'est les situations d'insécurité qui étaient vécues par les gens. C'est-à-dire, avez-vous déjà rencontré, vous, vos proches, une situation d'insécurité liée à la chasse? D'accord? Les chiffres sont quand même assez stupéfiants. Mais ils correspondent en fait au ressenti qu'on a autour de nous, parce que beaucoup de gens nous disent oui, un tel, j'ai vécu ce genre de choses. Vous avez 36%, 22, 26 et 12, 38% de la population qui dit j'ai déjà vécu une situation d'insécurité à cause de la chasse. Et quand vous êtes dans un village ou dans une zone rurale, vous êtes à 43%. Et quand vous regardez aussi le découpage par région, la région sud-est, on est à 43%. C'est-à-dire que dans cette région, ou dans les zones rurales, vous avez 43% des gens qui se sont déjà retrouvés eux-mêmes ou un proche dans une situation d'insécurité à cause de la chasse. Et ces situations, eh bien, c'est d'abord le danger lors d'une promenade. Ça, c'est je suis avec ma famille le dimanche, je suis en forêt, je vais chercher des champignons, je suis en VTT, etc. C'est danger aussi sur la route, en fait. Beaucoup de gens se trouvent, alors, soit comme conducteurs de voiture, soit même de vélo, en fait. Ils se trouvent confrontés à un tir proche, dans leur direction ou à côté. Parce qu'en fait, quand vous avez un tir, vous ne savez pas si c'est votre direction à côté. Je veux dire, les chasseurs vont vous dire qu'ils tirent à côté, mais vous avez entendu la détonation et ça vous met dans une situation, un sentiment d'insécurité. Mais aussi la route qui peut être bloquée par le gibier qui passe devant. Pardon, les animaux, je n'aime pas le terme gibier. Ensuite, vous avez un tir en direction d'une habitation ou d'un bâtiment. Et aussi la mise en danger de votre animal ou de vos animaux, quand par exemple les chasseurs chassent sur votre territoire. Donc vous voyez une situation d'insécurité perçue qui est forte par les gens. Et là encore, c'est pas juste une question de chiffres, mais je prends un exemple. Je crois que c'est 2018, rapporté sur le site internet de France Bleu, à Bayonne. Ils font feu en pleine journée au milieu des immeubles d'entreprise. Si vous n'arrivez pas à lire, je vais essayer de vous aider. Les hommes ont sorti des fusils de chasse et ont tiré pour abattre le chevreuil en plein après-midi sur le parking de la Technocité à Bayonne, au pied des immeubles occupés. Les employés présents n'ont pas été blessés, mais ont été choqués par la scène. Voilà, c'est ce qu'on appelle la situation, alors là, particulièrement aiguë, situation d'insécurité vécue par les gens. Juste, je vais vous parler de le tir en direction des maisons, et c'est la question de la portée des tirs. Un petit schéma qui est tiré d'un bouquin où on passe son permis de chasser, et je ne peux que vous conseiller de le passer, comme ça vous saurez exactement ce dont vous parlez. Dans le premier cas, c'est un tir avec un fusil avec des grenailles de plomb, donc c'est des petites billes. Si vous avez un fusil avec du plomb de 4 mm,
Le plomb peut aller jusqu'à 320 mètres. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est quand vous tirez avec une balle, là, la portée de la balle est de 1500 mètres. Donc la question qui se pose, donc ça c'est les documents officiels des livrets qui sont destinés aux chasseurs, ceux qui ont passé le permis de chasser. Et donc la question fondamentale qui se pose, c'est la portée des tirs par rapport aux habitations. Est-ce qu'il y a une distance de protection des habitations? Donc une distance ou un périmètre de sécurité dans lequel il serait interdit de chasser. La réponse globalement elle est non. Globalement elle est non. On peut regarder ça, et après je vais aller aux deux premiers points principalement. Le préfet en fait, il a des cadres il a des pouvoirs de police spéciales qui lui sont reconnus dans le code de l'environnement par rapport à la chasse. Et néanmoins, les arrêtés préfectoraux se contentent de reprendre une circulaire du 15 octobre 82 qui interdit le tir en direction des habitations, des routes et des différents lieux publics. Donc, ce qui est interdit, c'est le tir en direction d'eux. Mais dans la majorité des cas, ces arrêtés se contentent de reproduire la contenu de circulaire et ne précisent pas la distance minimum pour établir un périmètre d'interdiction. Alors, il y a des exceptions, comme les Alpes-Maritimes en 2017, où le préfet des Alpes-Maritimes instaure un périmètre d'interdiction de 150 mètres autour des habitations. Mais cela reste des exceptions. Si vous regardez la chose au niveau municipal, le maire aussi aurait des pouvoirs qui lui sont conférés par le Code général des collectivités territoriales. Et il a été reconnu plusieurs fois dans la jurisprudence, comme par exemple dès 1959, pour les juristes, Conseil d'État, Société des films Lutetia, que le maire peut édicter des mesures de sécurité publique proportionnées aux circonstances locales. Et dans d'autres jugements du Conseil d'État, le maire a la possibilité de faire un périmètre de sécurité de 200 mètres. Il y a un exemple plus récent où le Conseil d'État a accordé en fait et donné raison au maire de Pont-Saint-Maxence, c'est dans l'Oise. C'est un endroit où ah, c'est ton voilà. Bon, elle va en parler, très bien. Donc, dans certains cas, en fait, le maire a eu la capacité de le faire et la Cour de cassation lui a donné raison. Mais ça reste des exceptions. Ça reste des exceptions. Je vais poser une question. Oui. Et si on reçoit les plombs dans les carreaux, comme ça arrive très souvent, et qu'il y a un blessé ou un mort? Ah, mais ça, comme c'est arrivé dans le coup oui. d'un monsieur qui est mort au volant. Oui. Donc là Parce qu'il y a des endroits, moi, chez moi, quand j'habitais, il y avait un bois, et on recevait les plombs dans les carreaux, qu'on cassait les vous carreaux. pourrez invoquer le fait de mettre en danger la vie d'autrui. Là, vous pourrez faire ça. Mais disons qu'il faudrait pouvoir avoir un texte où déjà, un peu texte plutôt de prévention. Hein, on est plutôt effectivement là effectivement, merci de votre question, c'est-à-dire que les plombs n'ont pas touché une maison, personne n'a été blessé ou tué, et donc ces autres cas, et néanmoins, je veux dire, potentiellement, parce que quand on tire, on ne sait pas encore ce qui va se passer. Hein. Même le bois était privé. Ouais. Donc autrement dit, je ne sais pas si les chasseurs ont le droit de venir dans une propriété privée. Alors, potentiellement oui. Alors, oui, Récupérer un animal. potentiellement oui, parce qu'en fait, donc, je pense que la réglementation, c'est que si vous êtes dans un département qui est mon dernier point, qui est dans une association, ou qui a une association communale de chasse agréée, donc le droit de chasse est à l'association communale, c'est-à-dire qu'en fait à l'ensemble des chasseurs jusqu'à 150 mètres de votre habitation. C'est-à-dire quand bien même c'est chez vous, ils peuvent rentrer chez vous. Ça, il n'y a pas de difficulté. Le droit de chasse, hein. Donc par contre, vous gardez le droit de chasse dans les 150 mètres. Ce qui veut dire aussi que par exemple, vous mettez sur votre perron, et depuis votre perron, si vous avez personne en vue ou pas de votre habitation, vous pouvez tout à fait tirer sur un animal qui serait dans votre jardin. Après, il y a une exception à ça, je pense que c'est les bois d'une certaine taille, alors je vais peut-être me tromper, mais peut-être 15 ou 20 hectares, où je pense que le droit de chasse à ce moment-là est accordé aux responsables propriétaires. Mais je ne sais pas si vous êtes dans ce cas-là. Mais sinon, il y a beaucoup de difficultés avec les chasseurs qui viennent directement chasser chez les gens. Donc notre recommandation, ce serait un périmètre de sécurité de 500 mètres autour des habitations et des lieux fréquentés par le public. Et puis, je pense que le temps tourne. Alors, un point que j'aimerais évoquer aussi, c'est les décès et accidents qui sont causés par les armes de chasse. Là, je ne vous parle pas des chasseurs eux-mêmes, hein. Je parle des armes de chasse. Le premier point, c'est le nombre d'armes de chasse qui existent. Si on a 900 000 chasseurs actuellement, parce que maintenant on sait, puisqu'en fait, on nous a fait croire avant qu'il y en ait plus d'1 million, etc., mais on est à peu près à 920 000. Combien vous pensez qu'il y a d'armes qui sont déclarées?
et combien il y a d'armes non déclarées. Donc d'armes déclarées, il y en a environ 5 millions, ce qui en fait à peu près 5 par chasseur. Et d'armes non déclarées, alors on ne sait pas trop, mais d'après certaines sources, on pense qu'il y en aura 7, 8, peut-être 10 millions. C'est quoi une arme non déclarée? D'abord, la déclaration des armes, historiquement, elle est arrivée, alors je ne sais plus trop quand, dans les années 80-90, c'est-à-dire que les armes avant n'ont pas forcément été déclarées alors que ça aurait dû l'être. Mais c'est surtout dans le cadre d'un décès, par exemple, dans une famille, ou des choses comme ça. La personne décède, mais en fait, on ne s'occupe pas du tout de savoir ce qui arrive dans son arme. Il y a des armes qui ont été volées, il y a des ceci, il y a des cela. Des armes qui ont été échangées. Avant, on pouvait échanger une arme, on pouvait donner une arme sans traçabilité. Tout ça a été bien amélioré, mais néanmoins, vous avez des armes qui sont en déshérence, avec un stock colossal. Donc déjà, il y a un grand stock d'armes par rapport au nombre de chasseurs. Et donc, ce qu'a fait notre association, c'est quelque chose d'assez nouveau, qui a été peu repris et peu commenté, c'est bien dommage. Au lieu d'aller voir les statistiques de décès auprès du ministère de l'Intérieur, on est allé voir les statistiques de décès qui sont analysées par le CEPIDC. Le CEPIDC, c'est une émanation de l'INSERM, donc c'est une branche médicale, qui analyse, en fait, pour des raisons de santé publique, les causes de décès. Typiquement, quand on va se pencher sur des questions d'accidentologie, par exemple, les morts sur la route, ou les morts par alcoolisme, ou les morts par suicide, ce sera souvent les chiffres du CEPIDC qui seront cités. Il y a une difficulté, et une raison pourquoi ces chiffres sont peu cités, c'est que c'est un peu technique pour les aborder. Il y a un codage médical à connaître, alors ça tombe bien parce que c'est un peu mon métier. Et ensuite, il y a quelques estimations à faire. Donc ça reste des estimations parce que, par exemple, on ne vous parle pas d'armes de chasse, mais on vous parle d'armes de petite taille et de grande taille. Donc on a assimilé les armes de grande taille aux armes de chasse, pensant, d'après notre discussion avec les responsables des associations de tir sportifs, que les armes de tir sportif ne causent pas beaucoup de décès, et souvent elles restent dans les stands de tir. Donc, les conclusions sont assez incroyables, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 600-700 suicides par an avec des armes de chasse. C'est un fait qui est totalement passé sous silence. Vous avez aussi des intentions non déterminées, et puis une centaine de... Il y a 3 personnes après. Je sais pas combien de temps. Je suis un peu dépassé, mais... D'accord. Et il y a à peu près une centaine d'homicides et même de féminicides par an. Il y a des faits divers dans le coin qui ne manquent pas. Il y avait 2 féminicides, et puis il y a aussi la mosquée de Bayonne, il y a quelqu'un qui a pris son tiré de chasse, et puis dans une laverie, il y a quelqu'un qui a tué 2 autres personnes avec un fusil de chasse. Alors, donc c'est quoi la difficulté, et après je vais vite passer à ça, c'est qu'en fait, en termes de réglementation, c'est quoi les conditions de détention d'une arme de chasse? Il faut garder l'arme de chasse selon le code de sécurité intérieure, soit dans un coffre-fort, et à la limite, ça c'est gardé de manière peut-être assez précautionneuse, soit l'arme est juste démontée. Quand vous avez une arme de chasse démontée, pour la remonter, c'est entre 30 secondes et 2 minutes. Donc la difficulté, en fait, c'est des gens, en fait, c'est pas des règlements de compte, comme on dirait des règlements de compte dans les quartiers, ou des gens qui sont des grands délinquants, etc. C'est beaucoup plus ce qu'on voit nous, c'est des gens qui sont faibles moralement, qui stressent, qui pètent les plombs à un moment donné, qui angoissent, qui dépriment ou quoi que ce soit, qui ont une arme un peu à portée de la main et qui l'utilisent. Alors c'est souvent l'homme sur la femme, et qui l'utilisent, et quelquefois ils la retournent contre eux, puisque vous avez vu, il y a énormément de suicides. Donc notre recommandation, c'est que pour les chasseurs inactifs, depuis 10 ans, leur arme à feu soit mise dans un lieu de dépôt quand ils ne chassent plus, et que les armes de chasse ne soient pas gardées à domicile hors de la période de chasse, qu'elles soient réunies dans un lieu centralisé. Donc les 2 points importants que je voulais mettre en avant, ça a été ceci, et je vous remercie de votre patience. C'est qu'il y a une réglementation insuffisante pour protéger les non-chasseurs, et puis aussi un blocage pour faire évoluer la réglementation. Je vous remercie. Merci.